Bienvenue à toutes et à tous. La dernière fois, j'ai parlé des sous-marins kamikazes de la classe Kaiju. On reste dans le thème, avec ce que la marine américaine considérait comme l'arme la plus dangereuse et la plus redoutable qu'elle n'avait jamais rencontrée, le Yokosuka Oka. Le Oka a été imaginé par Shoichi Ohto, officier de reconnaissance aérienne. Son idée initiale était de concevoir un missile anti-navire, radioguidé et propulsé par fusée, que l'armée larguerait d'un bombardier. En mai 1944, Ohto montre son plan au lieutenant-colonel Hideo Sugawara, et celui-ci approuve tacitement Ohto. Le major Tadanao Miki, qui a ensuite travaillé sur l'Oka, expliquant « En réponse aux V1 allemands, nos recherches sur les armes à roquettes ont également été menées de toutes nos forces. Cependant, nos cibles sont les porte-avions, les cuirassés et les navires de transport en mer. Il est absolument impossible d'atteindre de telles cibles avec un avion sans pilote comme le V1. C'est Shoichi Ohto qui a résolu ce problème en mettant un humain à bord. C'est la première arme aérienne au monde à être spécialement développée et mise en pratique pour mener des attaques suicides. Le 19 juin 1944, après la défaite de la bataille des Mariannes, le colonel Motoharu Okamura, commandant de la 341e flotte aérienne, a déclaré « Dans la situation actuelle, je crois que la seule façon de faire basculer la guerre en notre faveur et de recourir à des attaques avec nos avions. Il y a un certain nombre de candidats à l'éperonage. Donnez-moi 300 avions. Si nous le pouvons, nous inverserons définitivement le cours de la bataille. » Sa proposition est transmise au lieutenant-général Seiichi Ito. Ito a promis de remonter son idée, mais lui a également dit que ce n'était pas encore le moment pour ordonner des attaques suicides. Mais dès le 16 août, l'état-major de l'aviation commande un prototype d'Oka. Le principal responsable de l'arsenal était le major Tadanao Miki. Le lieutenant-colonel Masao Yamano et le major Lokuro Hattori ont également participé à la conception. Le major Iwao Nagatsuka, qui était responsable de l'aile principale, a tenté de concevoir un moyen permettant au pilote de s'échapper en installant un pilote automatique, mais celui-ci n'a reçu aucun soutien. L'état-major avait les demandes suivantes. La bombe dans la tête représente 80% du poids brut de l'appareil, ce qui se révéla impossible, en bonne partie à cause du poids des fusées, qui atteignait déjà les 500 kg. Finalement, le poids de l'explosif a été réduit à 56% du poids brut. La bombe doit être perforante et la fusée doit être fiable à 100%. Il doit avoir suffisamment de stabilité et de maniabilité pour viser la cible. Doit pouvoir être démonté aussi petit que possible, afin qu'un grand nombre puisse être stocké dans un bunker souterrain étroit, éliminer les alliages légers précieux et utiliser des matériaux comme le bois. Ensuite, les choses ont été très vite. Miki a terminé les dessins en environ 2 semaines. La conception a été achevée en 1 semaine et le premier prototype fut achevé en 1 mois. Dès la mi-août, chaque corps aérien a commencé à recruter des pilotes. Contrairement à ce que l'on a tendance à penser, les pilotes sélectionnés étaient très qualifiés. Ils avaient tous environ 1000 heures de vol, et même ceux de réserve avaient plus de 300 heures. On est donc loin des étudiants inexpérimentés qu'on le retrouve plus tard dans d'autres unités kamikazes. Le commandement estimait que les Oka étaient difficiles à faire fonctionner, nécessitant donc des pilotes qualifiés. D'après Domoto Yoshiharu, pilote d'Oka, à cette époque je pense que tout le monde pensait que mourir était inévitable. La construction du Oka Model 11 est extrêmement simple et essentiellement constituée d'une bombe perforante de 1200 kg placée dans le nez. Le cockpit dispose de 3 compteurs de vitesse, d'un altimètre et d'un inclinomètre avant et arrière.
Il y avait un bouton de lancement pour les fusées à poudre attaché au manche de commande et un tube vocal pour communiquer avec l'avion-mère qui le transportait. Car oui, le Hawker n'est pas conçu pour se déplacer seul. Il s'agit en réalité d'un planeur et nécessitait donc un avion-mère pour être déployé. Il était transporté par un bombardier Mitsubishi G4M Betty. Après avoir été libéré, le pilote du Hawker accélérait en activant les fusées et après leur arrêt, il planait avec l'élan de l'accélération, traversait le réseau de défense de l'ennemi et éperonnait le navire cible. La propulsion à réaction était encore à ses débuts et le temps de combustion n'était que de 9 secondes. En activant les fusées en alternance, il était donc possible d'accélérer pendant presque 30 secondes. Il était donc possible d'en utiliser une après le largage pour prendre de la vitesse et en garder deux pour augmenter la distance de vol et échapper à un chasseur ennemi ou lors de l'approche finale de la cible. Le Hawker pouvait atteindre une vitesse extrêmement élevée. Lors de l'approche finale, il pouvait atteindre les 930 km/h, voire 1000 en piqué, le rendant quasiment impossible à arrêter avec les moyens antiaériens de l'époque. Sa bombe perforante, de 1200 kg, est également terriblement destructrice. De plus, elle n'est pas conçue pour exploser à l'impact, mais équipée d'un retardateur. Le but étant de faire exploser la charge après que la bombe ait pénétré le blindage lourd des cuirassés, pour causer un maximum de dommages, plutôt que de simplement exploser sur le blindage externe. En échange, son autonomie était extrêmement limitée. L'avion-mère, lent et lourdement chargé, devait s'approcher à moins de 37 km de la cible, ce qui le rendait terriblement vulnérable aux chasseurs de défense. De plus, l'autonomie du bombardier était réduite de 30%. Les pertes chez les avions-mères furent extrêmement élevées. Pour corriger ce défaut fatal, d'autres variantes d'Hawker avec une meilleure portée ont été imaginées. La marine impériale considérait les Hawker comme une arme très puissante pour la bataille décisive du continent et prévoyait de déployer en masse le type 43 Otsu, pouvant être lancé depuis une base terrestre ou même une grotte grâce à une catapulte. Il a même été question d'en mettre sur des sous-marins équipés de catapultes. Mais finalement, seul le modèle 11 fut utilisé au combat. Le modèle 11 fut le seul modèle utilisé durant la guerre. À la fin de la guerre, 755 de ces Hawker avaient été construits et 55 avaient mené des attaques kamikazes. Le modèle 22 a été conçu pour régler le problème de la très faible portée du modèle 11. Pour ça, il fut équipé d'un moteur à réaction Tsu-11. Avec ce moteur, la distance de croisière passa de 37 à 120 km. Il devait également être lancé depuis un bombardier plus agile, le Yokosuka Ginga. En échange, le modèle 22 avait une plus faible envergure, la largeur de roue du Ginga étant plus étroite que celle du Betty, détériorant la maniabilité. L'ogive est également beaucoup plus petite, passant d'1,2 tonne à 600 kg. Il est également plus lent, 555 km/h maximum à l'horizontale contre 648. Autre problème, il s'est révélé que le moteur ne pouvait pas être démarré dans les airs. Il fallait donc le démarrer avant le décollage et le garder allumé en permanence. Finalement, la production du moteur Otsu-11 n'a jamais vraiment démarré. Et après un premier vol d'essai en juin 1945 et 50 appareils construits, la guerre se termina sans qu'il ne soit utilisé au combat. Le modèle 21 devait être un plan de secours au cas où le Tsu-11 ne pouvait pas être produit. Il s'agit simplement d'un modèle 22, avec les fusées du 11. Mais comme les ailes étaient plus courtes, la distance de vol était également plus courte que le type 11. Un seul prototype fut construit. Le modèle 33 était un modèle 22 agrandi, propulsé par un turboréacteur Ishikawajima N20 et avec une ogive de 800 kg.
L'avion mère devait être le Nakajima 8GN Lenzan, mais l'aggravation de la situation et la pénurie d'alliage d'aluminium ont conduit à l'annulation du Lenzan en juin 1945, stoppant par la même occasion le développement du modèle 33. Propulsé par un turboréacteur N20, le modèle 43A-Ku devait être lancé par catapulte depuis un sous-marin. Pour ça, l'aile principale devait être détachable afin d'être stockée dans le sous-marin. On dit qu'il fut un temps imaginé de l'embarquer sur les sous-marins de classe I-400, avec pour but de lancer des attaques surprises sur les bases de porte-avions américains. Finalement, il n'a jamais dépassé le stade du dessin. Le modèle 43B Otsu fut développé pour être lancé par catapulte depuis la Terre. Très différent des autres modèles, il a été conçu pour pouvoir se déplacer de base en base de façon autonome, ce qui en fait plus un avion qu'un planeur comme les autres. Il est équipé d'un moteur à réaction N20, disposé d'une autonomie de 278 km, d'une radio et d'un parachute. Le poids de la bombe était de 800 kg, en raison du poids du moteur et du réservoir de carburant. Comme le 43, l'aile était pliable, afin de pouvoir être stocké dans des tunnels étroits. Il devait être produit en grand nombre pour protéger le territoire japonais. Finalement, la guerre a pris fin avant que la production de masse ne débute. Le Suzuka 24 est une version prétendue d'intercepteur, dont l'ogive aurait été remplacée par un réservoir de carburant et 2 canons de 20 mm montés sur le dessus. D'après les rapports américains de l'époque, il aurait été utilisé au moins 2 fois contre des B-29 en avril 1945. Mais il n'existe aucune preuve de son existence côté japonais. Le 1er octobre 1944, l'unité Shinlai a été formée et Motoharu Okamura, qui avait soutenu l'utilisation d'attaques kamikazes, en est nommé commandant. Goro Nonaka est nommé commandant d'escadron. À cette époque, il ne s'agit pas encore d'une unité kamikaze, et la formation se fait de la même manière qu'une unité normale de l'armée de l'air. Rappelons que la première attaque de kamikaze de l'armée japonaise a eu lieu lors de la bataille du golfe de Leyte, le 25 octobre 1944. En janvier 1945, Nonaka demande soudainement l'abandon de l'opération Oka. Le commandant Okamura a répondu aux inquiétudes de Nonaka en lui disant que des chasseurs de tout le Japon seront rassemblés pour soutenir la force d'assaut. Après avoir entendu ça, Nonaka fut soulagé que son unité ne soit pas abandonnée. À la demande d'Okamura, le major Kunihiro Iwaki réfléchit à un moyen d'améliorer les chances de réussite des Okam et de survie des avions mers. Pour Iwaki, il était nécessaire d'avoir l'aide de chasseurs de soutien puissants, et il a déterminé que le nombre d'avions de soutien devait être 4 fois supérieur à celui de la force d'attaque. Le 10 février, l'unité Shinlai est officiellement devenue une unité kamikaze, et le 17 mars, le Oka Type 11 est officiellement adopté. La première bataille d'Oka eut lieu en mars 1945, au large de Kyushu. Le 21 mars, un avion de reconnaissance repéra la Task Force 58, principale force de frappe de la marine américaine. Les Japonais l'avaient déjà attaqué et l'estimaient considérablement affaibli. Il fut alors jugé que c'était une bonne occasion d'en finir, et l'envoi d'Oka fut décidé. Cependant, seuls 55 chasseurs de soutien étaient déployables pour escorter les 18 avions de l'escadron. Sachant ça, Okamura a demandé l'annulation de la mission au quartier général. On lui répondit que si les Oka ne sont pas utilisés maintenant, ils ne le seront jamais. Avec la situation désastreuse qui attendait cette sortie, Nonaka décida de partir avec ses hommes. Dans les 30 minutes suivant la sortie, 23 chasseurs de l'escorte ont fait demi-tour, en raison de dysfonctionnement.
Il s'est également révélé que la force ennemie était bien plus importante que prévu. La force d'attaque fut repérée par les radars de la flotte américaine et les intercepteurs des porte-avions Hornet et Bellewood décollèrent pour intercepter les avions japonais. En forte infériorité numérique, les chasseurs zéro de soutien ont commencé à être abattus les uns après les autres, si bien que Nonaka ordonna l'abandon de la mission. Si les zéros restants réussirent à se dégager, les bombardiers étaient considérablement ralentis par les Oka et n'ont pas pu s'échapper. En seulement 15 minutes, les 18 avions mers sont abattus et 10 des 30 zéros de soutien ne sont pas revenus. De leur côté, les Américains ne déplorent la perte que de 2 chasseurs. Après ça, les Oka ont été utilisés contre les navires américains envahissant Okinawa. Tirant les leçons de l'échec de la première attaque, Okamura abandonne l'idée d'attaque de grandes formations durant la journée et passe à des attaques d'1 ou 2 avions au crépuscule ou à l'aube, ce qui a pour effet de forcer les Américains à disperser leurs forces et donc augmente les chances de réussite et de survie des avions porteurs. De plus, Okamura a à plusieurs reprises répété aux pilotes qu'il n'était pas gênant de revenir sans possibilité d'attaquer, histoire de ne pas répéter le premier échec, où l'opération avait été maintenue coûte que coûte, malgré qu'elle n'avait aucune chance, entraînant l'anéantissement total et inutile du groupe d'attaque. La deuxième tentative d'attaque avec des Oka a lieu le 1er avril 1945 et n'est pas franchement meilleure. 6 G4M partent attaquer la flotte américaine au large d'Okinawa, mais plusieurs d'entre eux effectuent des amérissages d'urgence ou s'écrasent dans les montagnes à cause d'un épais brouillard. Si ce jour-là plusieurs transporteurs américains ont été touchés par des appareils kamikazes, on ignore si l'un d'entre eux était un Oka. Aucun des avions mers n'est revenu. C'est finalement lors de la 3e tentative, le 12 avril, que les Oka obtiennent leur premier succès. 9 Betty attaquent à nouveau la flotte américaine à Okinawa, et l'un des Oka percuta le destroyer Mana River, au centre de la coque, le fendant en 2. Un autre frappa le côté tribord du destroyer Stanley, mais l'ogive perforante, conçue pour percer le blindage des navires capitaux, traversa le navire de part en part et explosa dans l'eau. Les dégâts de la collision avec le Oka étaient cependant suffisants pour retirer le navire du front. En plus de ça, les canons antiaériens du destroyer Jeffers arrivent à détruire un Oka à peine 45 mètres du navire, mais l'explosion est si puissante que le navire subit des dégâts importants et doit se retirer. Le 14 avril, 7 avions de l'escadron Shinlai sont sortis, mais aucun n'est revenu et il n'y a eu aucun résultat. Lors des attaques les 16 et 28 avril, les rapports de l'escadron indiquent qu'ils ont réussi à couler un cuirassé et un croiseur lourd, 2 cibles de première importance. Pourtant, il n'y a aucune trace de telle perte côté américain. Le 4 mai, 7 Betty attaquent à nouveau la flotte à Okinawa. Un Oka heurta le pont du destroyer Shim, faisant 126 victimes. Il traverse cependant le navire et explose en mer. Le destroyer échappe ainsi au naufrage, mais il a subi de graves dommages. 2 autres destroyers sont également légèrement endommagés. Un seul G4M est revenu. Le 11 mai, 4 Betty reviennent attaquer la flotte. Le destroyer Ugadli a été touché et a subi des dégâts critiques. Jugé trop endommagé pour être réparé, il est mis hors service. C'est la dernière victime d'un Oka. Le 25 mai, 11 Betty attaquent la flotte. Mais le mauvais temps force la plupart des avions à faire demi-tour, et aucun des autres n'a touché de cible. Le 22 juin, 6 autres attaquent, à nouveau sans résultat. Après ces échecs, les attaques sont temporairement stoppées, et le 22 juin 1945, la bataille d'Okinawa se termine par une victoire américaine. Les Oka étaient cependant considérés comme une arme importante pour la bataille du continent, et les recherches se sont poursuivies pour corriger ces points faibles.
Mais le 15 août 1945, l'empereur annonce la fin des combats et le Hawker ne sera jamais plus utilisé. L'armée américaine a capturé des Hawker à Hokkaido et a mené une enquête approfondie. Les Américains avaient déjà saisi les grandes lignes, mais c'est à ce moment-là qu'ils ont compris que les Hawker étaient pilotés par des hommes. Ils l'ont alors surnommé Baka, idiot en japonais, dans le sens qu'il s'agissait d'une arme pilotée par des idiots qui se suicident. L'armée américaine exprima une forte inquiétude quant à son efficacité. Et quand un Hawker a coulé le destroyer Manareber, ces inquiétudes sont devenues réalité. D'après le rapport top secret d'analyse du Hawker à l'époque, c'était l'avion le plus rapide que j'ai jamais vu. Rien ne peut arrêter sa charge ou changer sa direction. Malgré son surnom d'avion idiot, la marine américaine considérait l'Hawker comme l'arme la plus dangereuse et la cible la plus redoutable jamais rencontrée par les artilleurs et les pilotes américains jusque-là. Le rapport d'analyse américain indique c'est potentiellement l'arme anti-navire la plus menaçante, avec le meilleur contrôle de guidage humain. Sa petite taille nécessite 4 fois plus de balles que les avions conventionnels pour être abattus. Le retour radar est d'environ 30% de la taille d'un chasseur. L'écrivain Samuel Morrison déclara « En raison de sa petite taille et de sa vitesse énorme, il est devenu la menace la plus meurtrière pour nos navires. » L'écrivain John Toland décrit la situation dans la flotte américaine à l'époque en disant « Même si vous méprisez les Hawker en les qualifiant de Baka, la peur qui s'est propagée dans toute la flotte américaine ne s'est jamais apaisée. » L'armée américaine s'inquiétait également des développements futurs possibles du Hawker, comme une plus grande portée ou de pouvoir être lancé depuis la terre ou des navires, ce qui le rendrait extrêmement difficile à intercepter. En effet, la procédure d'alors consistait à se concentrer sur les avions porteurs et de les abattre avant que la mission kamikaze ne soit lancée. Les G4M devaient se rapprocher à moins de 37 km et étaient en plus ralentis par le poids de l'Hawker, et la maniabilité était grandement détériorée. Il était donc extrêmement vulnérable aux chasseurs embarqués, d'où le taux de perte extrêmement élevé. De plus, de par sa conception simple et économique, la production était facile, et les Américains estimaient qu'une production mensuelle de 200 appareils était possible. Cependant, après la guerre, l'armée américaine déclara que le Hawker avait échoué. L'analyse conclut que l'impact de l'Hawker était négligeable, car aucun navire capital n'avait été touché. Si lors de la bataille d'Okinawa, les Hawker ont coulé ou endommagé plusieurs navires d'escorte et de transport, aucun navire de guerre majeur n'a jamais été touché. Alors même qu'il avait été conçu pour couler des cuirassés porte-avions, aucun n'a réussi à se rapprocher de l'un d'entre eux. Dans la plupart des cas, l'avion-mère lançait le Hawker au premier navire qu'il rencontrait, ce qui explique que les dégâts se concentrent sur des destroyers. Et les versions améliorées, qui corrigeaient les défauts du modèle 11, ont été développées trop tard pour être déployées. Au cours de la guerre, les Hawker ont coulé ou endommagé 3 navires irréparables et considérablement endommagé 3 autres navires, pour un total de 7 navires américains endommagés ou coulés, faisant 149 morts et 253 blessés. Du côté japonais, en 10 sorties, 55 pilotes de Hawker ont été tués au combat. Mais il faut y ajouter 365 membres d'équipage des avions-mères. À chaque mission, la très grande majorité étant abattue. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, je vous encourage à mettre un petit like. Et au passage à vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos.